Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, c'est pas une question en l'air, hein, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on va devenir? On ne sait même pas à quoi le monde ressemblera dans 10 ans. Entre les rapports du GIEC et les perspectives transhumanistes, admettez que c'est quand même difficile de se projeter dans l'avenir. Sereinement, en tout cas. Et pourtant, c'est bien de ça qu'on aurait tous besoin. Un peu de sérénité, beaucoup de lucidité, et puis surtout énormément de courage pour prendre à bras-le-corps cette question. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors moi, quand je me pose une question comme ça, je vais chercher des réponses dans un univers dans lequel je me sens à l'aise. Je ne me tourne pas vers la religion, je ne suis pas croyant, ni vers la science, j'y comprends pas grand-chose, mais vers l'art, l'histoire de l'art. J'ai toujours eu l'impression, l'intuition, qu'il y avait dans les musées des éléments de réponse à presque toutes nos questions. D'ailleurs, j'en ai un peu fait mon job parce que mon travail aujourd'hui, depuis 10 ans, ça consiste à parler d'art aux entreprises pour essayer de comprendre en quoi le parcours des grands artistes peut nous aider à réfléchir sur nos métiers respectifs. Et quand on demande à l'art de nous aider à nous projeter dans l'avenir, on comprend très vite qu'on a grosso modo le choix entre deux options, l'utopie ou la dystopie. L'Éden 3.0 ou Blade Runner. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Mais la vérité, c'est que les artistes n'ont jamais été vraiment foutus de prédire l'avenir. Il n'y a qu'à voir comment ils imaginaient notre époque au 19e siècle. Quoique ça va peut-être pas tarder ça, mais on n'y est pas encore. En tout cas, c'est un faux procès parce que c'est pas ce qu'on leur demande aux artistes de prédire l'avenir. C'est pas des devins. En fait, s'il y a une chose qu'on peut apprendre de l'histoire de l'art, c'est tout simplement que si on ne peut pas prédire l'avenir, on peut au moins le construire, le façonner, parce que c'est ça que font les artistes. Ils créent pas des idées, pas des abstractions, pas des illusions, ils créent des œuvres, des objets, des images, qui ont un impact très concret sur nous et donc sur le monde. Les plus grands artistes sont ceux qui ont su faire preuve de créativité pour ouvrir de nouvelles perspectives pour les générations futures. De Léonard à Picasso, de Delacroix à Warhol, ils ont tous réussi à innover dans leur domaine pour écrire l'histoire de leur discipline. Et ils ne l'ont pas fait en se disant « Tiens, je vais changer le monde avec ma palette et mes pinceaux ». Ils l'ont fait en se disant beaucoup plus modestement « Je vais faire de mon mieux pour offrir au monde quelque chose de personnel, de singulier, d'original, pour prendre part à son évolution ». Alors la question que je vous propose de vous poser avec moi aujourd'hui, c'est pas tellement « Que sera-t-on demain ?» On n'en sait rien et ça nous fait flipper, ça file le vertige. Non, c'est plutôt « Que faire aujourd'hui pour construire demain ?» Quel comportement adopter, quelle qualité cultiver pour se donner une petite chance, modestement, d'enrichir le monde avec une petite part de nous-mêmes. Et si on en croit les artistes, la réponse à cette question, elle tient en 3 mots. Non, pas ceux-là. Faut arrêter les clichés sur les artistes. Oui, c'est une conférence avec des effets spéciaux, je vous préviens. Non, très sérieusement, 3 notions, 3 principes, 3 mots-clés, 3 secrets peut-être, qui vont nous être révélés par 3 immenses peintres, l'incontournable Pablo Picasso, l'iconoclaste Édouard Manet et la très singulière Tamara del Empicka. Alors je vous propose de commencer, sans grande originalité j'en conviens, avec Pablo Picasso. Picasso, en 1897, il peint ça. Il a 16 ans, c'est un adolescent, mais c'est un virtuose. Son père était professeur de peinture, il lui a appris les techniques de tout ça, il maîtrise ça sur le bout des doigts. 10 ans après, il fait ça. Les Demoiselles d'Avignon. Ce tableau, vous le connaissez, il est considéré comme le point de départ du cubisme et puis par extension comme la date de naissance en quelque sorte de l'art moderne. Et ce qui est frappant ici, c'est qu'avec ce tableau, Picasso est allé à l'encontre de toutes les règles académiques. Aucune illusion de perspective, aucune vraisemblance anatomique, aucune sensualité, aucun effet de modelé, pas d'ombre portée. Picasso a tout foutu par terre. La question, c'est comment Picasso a réussi à imaginer, à concevoir cette œuvre-là, alors que quelques mois plus tôt, il faisait ça. Il a découvert quelque chose. Quelque chose, en 2 mots et au pluriel, plusieurs choses en fait. D'abord, au détour d'une exposition, il est tombé sur la statuaire ibérique, c'est-à-dire des sculptures qu'on faisait en Espagne, mais il y a bien longtemps, il y a 3000 ans, sous l'Antiquité, avant l'invasion romaine, des formes massives, rondes, minérales, avec des visages avec de grosses yeux en amande comme ça, qui lui inspiraient ce genre d'œuvre. Et puis après, un ami collectionneur lui montre des statuettes africaines, des figurines en bois et surtout des masques rituels africains. Et ça ne correspond en rien à ce que Picasso connaît. Il est subjugué, il veut comprendre, il va au musée d'ethnographie, il se documente et ça lui inspire ce type d'image. Et puis après, 3e étape, il y a un ami mathématicien, Maurice Princet, qui lui parle des théories des travaux de Poincaré sur la géométrie non euclidienne. Alors ne me demandez pas de vous expliquer ce qu'est la géométrie non euclidienne, tout ce que j'en ai compris, enfin je crois, c'est que ça remet en question la représentation classique de l'espace en 3 dimensions. Et ça, Picasso, il pète un plomb, ça le fait exploser. Pourquoi ? Parce que ça remet en question tout ce qu'il pensait savoir sur la perspective. Alors si vous associez la perspective complètement éclatée
de la géométrie non euclidienne, les formes massives et rustiques de la statuaire ibérique et les physionomies un peu bizarres, faut bien le reconnaître, de masques africains, vous obtenez les Demoiselles d'Avignon. Donc il a fallu à Picasso 3 découvertes pour réaliser cette œuvre. Une civilisation ancienne, une culture étrangère et une théorie mathématique. Et à chaque fois, Picasso a eu la même réaction. La surprise. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? C'est quoi ce truc? C'est ça ce qui est important, c'est la surprise, parce que la surprise, c'est quand notre cerveau rencontre quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, qu'il n'avait pas vu venir. Et vous et moi, on est tous pareils dans nos vies, dans nos métiers, on n'aime pas trop être surpris. Parce que dans un monde où il est considéré comme une force de tout savoir, de tout anticiper, de tout prévoir, on se sent pris à défaut quand quelque chose nous étonne. Pourtant, la vérité, c'est un signal. C'est le signal qu'on a en face de nous quelque chose qui ne colle pas avec nos modèles mentaux. Et donc, ça veut dire qu'on a quelque chose à apprendre, progresser et peut-être créer comme Picasso. À condition, bien sûr, qu'on s'autorise à faire pause sur le cours de nos vies, à respirer un grand coup et à essayer de comprendre. Essayer de s'ouvrir à des domaines, à des champs de connaissances qu'on n'a pas encore, à chaque fois qu'une découverte vient heurter nos savoirs, nos habitudes, nos préjugés. Donc vous l'avez compris, le premier mot-clé, le premier secret que je voulais vous soumettre, c'est celui-là, la notion de surprise. La surprise, c'est une promesse. C'est un pan de l'univers qui se révèle à nous tout d'un coup et qu'on n'a qu'à explorer pour essayer d'en faire quelque chose. Alors, laissons-nous surprendre, cultivons notre capacité d'étonnement et soyons curieux. C'est la meilleure manière pour nous de grandir, de progresser, de nous transformer et peut-être de transformer notre environnement. Le deuxième héros de cette intervention, c'est lui, Édouard Manet. Alors ceux parmi vous qui vous intéressez à l'histoire de l'art savaient que Manet, c'est un peu l'inspirateur du mouvement impressionniste qui a révolutionné la peinture dans la deuxième partie du 19e. C'est dire son importance dans l'histoire de l'art. Manet, au début des années 60, il galère un peu en fait. Ses œuvres comme celle-là sont pas comprises, on les trouve mal fichues, on les trouve grossières, il va d'échecs commerciaux en fiasco critique. Bref, en un mot, c'est la loose. 10 ans après, Manet est considéré comme une des figures de proue des avant-gardes artistiques et il est considéré par les tenants de la modernité, surtout les impressionnistes, comme un modèle absolu, notamment pour des œuvres comme celle-là, Le Déjeuner sur l'herbe que vous connaissez, qui a fait scandale à l'époque. Mais si je vous parle de Manet, c'est pas tellement pour vous parler de ses œuvres, c'est pour vous parler de ce dont il avait besoin pour créer en tant qu'artiste. Je m'explique. Ça, c'est un portrait de Manet par un de ses amis qui s'appelait Léon Lermite, un portrait au fusain. C'est une image assez minimaliste, mais je l'aime beaucoup parce que je crois qu'elle résume assez bien l'idée qu'on se fait en général du travail du peintre. Si je vous demande là maintenant d'imaginer un peintre au travail, vous allez, je pense, avoir en tête une image qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire un homme ou une femme avec un pinceau, une palette, un chevalet, une toile dessus. Alors bien sûr, toutes ces images-là disent une partie de la réalité. Mais d'après moi, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il manque ici, sur ces images, quelque chose de fondamental pour l'artiste. Quelque chose sans lequel l'artiste, si talentueux soit-il, ne peut rien créer. Il y a un autre portrait de Manet par un autre de ses amis, qui je crois dit beaucoup mieux ce qu'est en réalité le travail du peintre. C'est ce tableau-là. L'artiste, c'est Henri Fantin-Latour, il a peint ici Manet comme tout à l'heure avec son pinceau, sa palette, son chevalet, sa toile, sauf qu'autour de lui, il y a un groupe de personnages parmi lesquels on a pu identifier d'autres peintres comme Renoir, Monet, Basile ou Scholderer, qui étaient tous parmi les fondateurs de l'impressionnisme. Et puis aussi d'autres personnages, Zacharias Struck, journaliste, Émile Zola, le romancier, Edmond Maître, un musicien. Alors, ce sont tous des amis de Manet, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans son atelier pendant qu'il travaille? C'est vrai, si on part du principe qu'il est quand même assez peu probable que Manet convoque tous ses copains pour le regarder bosser à chaque fois qu'il se mettait à peindre, qu'est-ce que Fantin-Latour a voulu dire avec ce tableau? Ce qu'il a voulu dire, c'est que la première condition à remplir pour être artiste à l'époque, c'était ça. Non, je déconne. Quoique ça expliquerait pourquoi il y a si peu de femmes sur ce tableau, n'est-ce pas? Non, ce qu'il voulait dire, c'est que quand l'artiste est au travail seul, effectivement, la plupart du temps devant sa toile, c'est comme s'il était accompagné virtuellement par tous les gens avec qui il a des conversations, des échanges, des discussions, qui lui permettent de façonner une certaine vision du monde et de son travail. Autrement dit, oui, l'artiste est solitaire la plupart du temps dans l'exécution de son œuvre, mais auparavant, il est solidaire dans l'inspiration et la réflexion. Parce que les idées, elles naissent très souvent de nos échanges, de nos relations, de nos discussions, parfois de nos divergences, souvent de nos engueulades, et c'est pas grave. C'est pour ça que l'histoire de l'art, les plus belles pages de l'histoire de l'art, ont été écrites non pas par des artistes isolés, mais par des collectifs, par des mouvements, par des écoles. Parce que c'est le rapport à l'autre qui nous rend créatifs, précisément parce que l'autre est différent, et que son regard forcément va venir percuter nos certitudes et enrichir notre vision. Et ça veut dire que plus la distance entre moi et l'autre est grande, plus nos échanges sont potentiellement inspirants et fertiles, pour l'un comme pour l'autre. Regardez,
Quelques décennies plus tard, à Paris, il y avait des lieux qu'on appelait des cités d'artistes. C'était quoi? C'était des immeubles un peu pourris dans lesquels les artistes pouvaient louer des ateliers pour pas cher. Les plus célèbres, vous les connaissez peut-être, c'était le bateau Lavoie à Montmartre et la Ruche à Montparnasse. On trouvait là quelques-uns des artistes qui ont inventé l'art moderne, qui ont un rôle fondamental là-dedans. Alors il y avait Picasso, bien sûr, c'est là qu'il a peint les Demoiselles d'Avignon, mais il y avait aussi Modigliani, Van Dongen, Brancusi, Chagall, Laurencin et les autres. Alors on pourrait se dire, c'est fou. Comme par hasard, tous ces génies se sont retrouvés au même moment, au même endroit. En fait, c'est le raisonnement inverse qu'il faut avoir. C'est parce qu'ils étaient au même moment, au même endroit, qu'ils sont devenus des génies. Notamment parce que ces cités d'artistes étaient des lieux extrêmement cosmopolites. Ils venaient de toute l'Europe et même de plus loin. Fujita était japonais. Et cette espèce de melting pot incroyable a été un terreau extraordinaire pour la créativité de chacun. Donc l'idée à retenir, le deuxième mot-clé que je vais vous proposer, c'est celui-là, l'altérité. L'altérité comme la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Et vous savez à quel point c'est difficile aujourd'hui d'être ouvert à ça, parce que dans un contexte un peu anxiogène, dans un contexte incertain, on a tous le même réflexe, le réflexe naturel, c'est de se replier sur soi, c'est de se recroqueviller sur nos valeurs, sur notre culture, parce que ça nous rassure. Alors qu'on devrait faire le contraire, on devrait aller vers l'autre, on devrait chercher la différence. On devrait essayer au maximum de valoriser l'hétérogénéité de nos communautés, de ce qui fait des gens qui sont autour de nous, parce que c'est là qu'on a de la valeur. Le communautarisme n'a jamais apporté aucune réponse. Au contraire, c'est l'ouverture à l'altérité qui nous donnera les outils pour construire l'avenir. Et puis la troisième artiste à laquelle je voulais m'intéresser ce soir avec vous, c'est elle, Tamara Delempicka. Alors elle, c'est une star. Tamara Delempicka, au début des années 20, c'est une jeune artiste polonaise débutante. Elle fait des toiles comme celle-là, qui sont très prometteuses, mais assez classiques sur la forme. 10 ans après, elle fait ça. C'est devenu une icône du mouvement qu'on a appelé l'art déco, qui était très moderne et très à la mode à l'époque. Les collectionneurs s'arrachent ses toiles, et puis surtout, elle est courtisée par les plus grandes familles européennes et américaines qui veulent leur portrait par Tamara Delempicka. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose de très important dans son travail, en tout cas qui témoigne d'un phénomène très important. Je ne sais pas ce que vous pensez en regardant ces femmes. Moi, d'après moi, ces trois femmes, elles ont un point commun. Elles sont fortes. Regardez, il faut quand même se souvenir qu'à peine 15 ans avant, les femmes dans la peinture, c'était ça. Des filles sensuelles, voluptueuses, volontiers dénudées, un peu mièvres si possible, parce que c'était des objets de désir peints pour des hommes, par des hommes, en l'occurrence Alphonse Mucha. Les femmes de Tamara Delempicka, elles sont objets de rien du tout, elles sont sujets à 200%. Elles sont fortes, elles s'imposent, elles prennent la place, elles sont décidées, déterminées, ça se voit sur leur visage, ça se voit dans leur posture. Alors je ne sais pas à quel point Tamara Delempicka se disait elle-même féministe, ce que je sais c'est que son travail témoigne et participe à sa manière de ce début d'émancipation féminine auquel on assiste dans ces années-là. Les années 20, c'est le moment où les femmes commencent à revendiquer le droit de vote, le droit d'avoir un travail, le droit de gérer leur argent. Elles aspirent à une liberté totalement légitime. Et Tamara Delempicka a été résolument libre dans sa vie comme dans son art. Elle était tellement avant-gardiste qu'elle s'est peinte elle-même au volant d'une voiture de sport. Une femme conduisait un bolide, on est dans les années 20, c'est hyper avant-gardiste. C'est une vraie revendication, presque de la provocation. Et ne comptez pas sur moi, à ce stade de la conférence, pour faire une vanne sexiste sur les femmes au volant. Je sais que je suis sur un terrain glissant. Non, sérieusement, ce qui me fascine, moi, dans le parcours de Tamara Delempicka, c'est que dès le début de sa carrière, elle a annoncé son ambition. Elle a dit « Je veux inventer un style unique, un truc qui m'est propre, un style totalement singulier. Je veux que mes œuvres soient reconnaissables entre mille au premier coup d'œil. » La question, c'est est-ce qu'elle a réussi? Je propose une petite expérience, ça va durer une dizaine de secondes. Effets spéciaux, messieurs, dames. Une dizaine de secondes, je vais vous montrer une vingtaine de tableaux, à peu près de la même époque, 24 pour être exact. Il y en a un seul de Tamara Delempicka. J'aimerais que vous essayiez de le retrouver. Je vous laisse pour ça 10 secondes seulement. Vous êtes prêts? Les voilà. Pardon pour les oreilles. Alors 14 à l'unanimité. Que vous connaissiez ou pas ce tableau, vous avez identifié le travail de Tamara Delempicka immédiatement en quelques secondes parmi 24, 23 en tout cas, autres tableaux. Elle a réussi ça, c'est un vrai tour de force, il n'y a pas beaucoup d'artistes avec lesquels on peut faire ça. Elle a réussi à créer ce style totalement singulier qui a fait son succès et qui a fait d'elle un jalon dans l'histoire de l'art. Le 14, c'est celui-là, pour rappel. La question, c'est d'où il vient ce style? Comment elle l'a composé? Eh bien, il vient de son histoire personnelle, tout simplement. Regardez, je vous raconte. Tamara Delempicka a grandi en Russie et quand elle était petite, elle fréquentait des églises catholiques orthodoxes et
Elle était familiarisée avec ce type d'image, des icônes religieuses, et elle a gardé en mémoire ces visages à la forme parfaitement ovale, très réguliers, comme ça qu'elle a répété dans ses œuvres. Après la révolution russe de 1917, sa famille s'est exilée à Paris, elle a passé beaucoup de temps adolescente au Louvre, à admirer les madones de la Renaissance italienne. Et elle a gardé en mémoire ce sens très délicat du drapé, cette façon de suggérer le volume caché sous le tissu avec un jeu de plis comme ça. Après, elle a commencé sa carrière d'artiste dans l'atelier d'un artiste français qui s'appelait André Lotte, qui était un peintre cubiste dans la veine de Picasso, et elle a gardé de son apprentissage cette manière de traduire les formes par des volumes géométriques comme des cônes ou des cylindres. Et puis après, elle a commencé à bosser pour la grande société américaine et française, et elle a pris ce goût pour la mode très sophistiquée des années 20 qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres. Tamara Del Lempicka, en fait, a investi dans son travail tout ce qui faisait son identité, sa culture, ses origines, son enfance, ses souvenirs, sa formation, son quotidien. Et c'est comme ça qu'elle a créé ce style unique qui lui ressemblait précisément parce qu'il se nourrissait de tout ce qu'il avait construit en tant que peintre et en tant que femme. Et ça nous rappelle qu'on est tous le fruit d'une succession absolument unique d'événements et d'expériences positives ou négatives. Et que c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait notre valeur, c'est ça qui fait notre singularité. Et c'est une source d'inspiration évidemment formidable, ne serait-ce que pour devenir soi-même, pour s'affirmer comme des individus authentiques et accomplis. Alors le troisième et dernier mot-clé que je vous propose ce soir, c'est celui-là, la notion de vécu, le vécu, notre vécu. Il s'agit de convoquer dans tous les aspects de notre vie, de notre travail, toute la richesse de notre parcours et de nos expériences passées pour valoriser simplement la singularité de notre regard. Parce que si on veut décider où on va, il faut bien comprendre d'où on vient. Et surtout, le fait de savoir d'où on vient nous permettra peut-être, j'espère, en tout cas j'en fais le pari, de comprendre ce qu'on a de plus précieux à offrir au monde pour prendre part, là encore, à son évolution. Alors voilà, c'était les 3 mots que je voulais vous proposer. Surprise, en étant curieux de tout ce qu'on ne comprend pas. Altérité, vous me voyez venir. Altérité, simplement en essayant de créer du lien, surtout avec des gens qui sont différents de nous. Et puis, vécu, en valorisant notre histoire et nos expériences au pluriel. Et vous l'avez remarqué probablement, ça fait un acronyme SAV, Service après-vente. Alors, je ne vous cache pas que j'aurais aimé trouver quelque chose de plus poétique, mais bon, après tout, c'est un moyen mémotechnique comme un autre, vous en ferez ce que vous voulez. Il y a un dernier artiste que j'aimerais citer avant de vous laisser, c'est lui, Marcel Duchamp, principalement connu pour ça. Duchamp, c'est le type qui, en 1917, a réussi à imposer l'idée qu'un urinoir pouvait être considéré comme une œuvre d'art. Alors on pensera tout ce qu'on veut de ça, n'empêche que la vérité c'est que Marcel Duchamp a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'art, ne serait-ce que parce qu'il a bouleversé notre propre conception de ce qui est ou n'est pas une œuvre d'art. C'était un artiste majeur, c'était un grand intellectuel, c'était un excellent stratège, et à mon sens c'était aussi un vrai philosophe. Vers la fin de sa vie, il avait 80 ans, il y a un journaliste qui lui a posé une question, qui lui a dit « Marcel Duchamp, qu'avez-vous fait de votre vie ?» Et Duchamp a répondu « Je crois que j'ai essayé de faire de ma vie entière une œuvre d'art. » Ça voudrait dire que toutes les relations qu'on construit, les décisions qu'on prend, les actions qu'on commet, peuvent être pensées comme des petites parties de cette formidable œuvre d'art qu'est notre existence. Et quand on fait une œuvre d'art, on s'applique, on fait attention à tous les détails, on essaye des choses, bien sûr, on commet des erreurs, mais on les répare aussitôt parce qu'on veut que l'œuvre soit belle, on veut que le tableau soit réussi, on veut être fier. Alors peut-être que la meilleure façon de se projeter dans l'avenir, ou en tout cas de façonner à notre échelle un futur qui nous paraît désirable, c'est de vivre notre vie comme si c'était une œuvre d'art, c'est-à-dire avec soin, avec patience et avec sincérité. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup.